Bonjour à tous les mélomanes, Lettre mélomane 2020-06. Alors pour ce mois-ci, de très belles symphonies, mais malheureusement en ce qui concerne les concertos pour piano, c'est plutôt la catastrophe. Alors les concertos pour piano, comme vous savez, c'est un peu la spécialité de critiquemusicale.com, mais là je n'ai à vous offrir que des œuvres vraiment d'un niveau, à mon avis, assez peu élevé. Commençons par une symphonie de Franchetti Alberto, symphonie en E mineur qui date de 1885. Alors une belle symphonie, mais tout de même quelques restrictions. Notamment, je dirais que cette symphonie ne vaut que pour son premier et son dernier mouvement, et que les mouvements centraux font un peu office de remplissage. Alors concernant le style de ce compositeur, eh bien c'est un style romantique classique, hein, ce qui correspond à peu près au style de l'époque 1885. Donc un style romantique tout à fait indifférencié, mais tout de même subtil, sobre, très mesuré, toujours très congruent. Je pense que ce qui caractérise ce style, c'est surtout la congruence. Euh, je dirais qu'il y a tout de même de réelles possibilités lyriques, et Franchetti utilise très bien le pianissimo. Donc ça, c'est pour l'aspect positif. Maintenant, on peut reprocher au premier mouvement tout de même une certaine limitation sur le plan thématique, dans la mesure où il y a une série de motifs donc, qui sont répétés, et ensuite il semble que vers la fin du mouvement, l'inspiration s'épuise un peu. Maintenant, sur le plan des registres instrumentaux, eh bien, des registres instrumentaux qui sont tout de même très variés. Donc voilà, vous pouvez écouter essentiellement le premier et le dernier mouvement, et surtout ce dernier mouvement qui à mon avis est le plus réussi, en raison de son rythme. C'est une sorte de danse cosaque avec un rythme donc, très allègre, donc, qui est à mon avis admirable. Passons maintenant à Gablenz Jerzy, un concerto pour piano, donc en D flat, qui date de 1926. Alors ce concerto est très composite. C'est une esthétique romantique tardive qui peut être parfois brillante, virtuose, mais parfois qui est imprégnée d'un modernisme qui entraîne plutôt une grande quantité de dissonance. Alors, sur le plan tonal, eh bien, c'est tout à fait néo-romantique ou moderne, sans jamais dériver vers l'atonalisme, et en restant toujours de nature mélodique ou pseudo-mélodique, avec absolument aucune incursion vers le post-impressionnisme ni le post-wagnérisme. Alors, ce que l'on peut critiquer le plus, ce sont les passages en superposition du piano et de l'orchestre, où là, ça atteint vraiment un cacophonisme assez intolérable. Les premiers et troisième mouvements sont ponctués par des développements virtuoses, et ça, c'est la partie positive, donc de la part du soliste. Néanmoins, on ne peut pas dire que ces développements vont très loin. La partie vraiment positive de ces concertos, eh bien, c'est le mouvement lent, où à l'occasion de ce mouvement lent, eh bien, le compositeur présente un style beaucoup plus consonant. Donc j'ai accordé 2 étoiles pour ce second mouvement, et surtout les concertos pour piano que nous allons voir, eh bien c'est peut-être la seule partie positive. Passons maintenant donc
à une symphonie, donc symphonie numéro 2, opus 35, 1945, de Clamy Gaumont. Alors, c'est une symphonie largement de style que je dirais pseudo-nordique, finlandais, norvégien, dans le sillage de Sibelius, quoique sur le plan évolutif, il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport à Sibelius, bien qu'il s'agisse donc d'une composition très, très tardive par rapport au chef-d'œuvre de Sibelius. Et même on n'y trouve pas certains effets statiques qui sont très très modernes chez Sibelius, donc qui n'apparaissent pas chez ce compositeur. Euh, les thèmes ne sont pas vraiment rhapsodiques, contrairement justement à ce qu'il en est chez Sibelius. Tout au long de l'œuvre, eh bien, il y a une très grande diversité de motifs qui sont assez peu développés. Alors, une thématique originale, même si il y a dans le premier mouvement un des thèmes qui rappelle assez bien un thème provenant de Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Une symphonie qui est excellente presque du début à la fin, même si on ne peut pas trouver de passage absolument exceptionnel. Alors une orchestration qui utilise très bien tous les registres instrumentaux, avec clarté, et souvent en solo, sauf, il faut le signaler, eh bien une superposition des registres qui me paraît trop accusée vers la fin du dernier mouvement, et c'est ce qui vaut que je l'ai rétrogradé à 2 étoiles. Sinon, j'ai mis donc l'excellence pour les 3 premiers mouvements. Par rapport aux autres œuvres de ce style néo-expressionniste, eh bien, je signalerai tout de même 2 grands chefs-d'œuvre qui font partie, que j'ai notés dans les 70 meilleures œuvres. C'est la symphonie de Svir Bernhard, donc, qui est une des plus belles à mon avis, et aussi la symphonie de Jésus Gouridi, la symphonie pyrénéica, auquel il faut ajouter évidemment la symphonie numéro 1 de Sibelius, qui est certainement son œuvre majeure, avec tout de même ses poèmes symphoniques et notamment Limminkeinen in Tuonela. Passons à un concerto pour harpe de Johann Krumholtz. Et alors là, comme pour les concertos pour piano, eh bien c'est une déception par rapport au grand chef-d'œuvre de Krumholtz pour la harpe. Alors il s'agit du concerto numéro 9. Et c'est une œuvre, à mon avis, assez peu inspirée, beaucoup moins que les concertos 4 numéro 1, et même l'opus 7 numéro 5, et surtout beaucoup moins inspirée que les œuvres pour harpe solo du compositeur. Ce qu'il y a de plus décevant, à mon avis, ce sont les solistes. Et Krumholtz, dans cette œuvre, à mon avis, ne s'évade pas des formules stéréotypées du style galant. Nous en arrivons à une symphonie, la symphonie de Joseph Reinberger, symphonie 1, opus 10, Wallenstein, datant de 1866. C'est une œuvre tout à fait romantique, dans le style, je dirais, romantique indifférencié, milieu du siècle environ. Alors une instrumentation variée, des effets symphoniques qui peuvent être très élaborés, mais aussi des parties où il n'y a pas tellement d'influx, des parties sans thématique bien déterminée, ou quelquefois même une thématique de faible intérêt. Et il faut différencier, c'est un petit peu comme pour la symphonie que nous avions vue précédemment de Franceschi. Eh bien ici, il faut se focaliser, je crois, sur les 2 derniers mouvements, et les 2 premiers mouvements apparaissent vraiment décevants. Alors, sauf dans le premier mouvement, eh bien, il y a un passage qui me paraît vraiment excellent et très lyrique,
qui pourrait rappeler vaguement tout de même, hein, parce qu'il ne faut pas dénier l'originalité même à ce thème-là, qui pourrait rappeler le fameux thème principal de Tannhäuser de Wagner, donc au corps. Donc voilà pour cette symphonie de Renberger. Une petite restriction pour le dernier mouvement, hein, puisqu'il y a un passage lent qui me paraît de moins d'intérêt, donc je l'ai rétrogradé à 2 étoiles, mais vous pouvez très profitablement écouter les 2 derniers mouvements de cette symphonie. Theodorakis Mikis, alors encore un concerto pour piano-orchestre décevant, c'est le concerto AST 108 qui date de 1957, donc une composition très tardive. C'est un concerto moderne qui est relativement atonal, avec tout de même des tendances au modernisme. On ne peut pas dire qu'il y ait des passages vraiment provoquants avec des disharmonies outrées, mais tout de même un concerto très moderne, et surtout, ce qui le rend moderne, c'est cette superposition très accusée des registres instrumentaux qui confinent vraiment à la cacophonie et qui sont absolument insupportables. Alors en particulier dans le premier mouvement. Le deuxième mouvement n'introduit pas de mélodisme plus net que les autres mouvements, malheureusement, et il développe une scansion d'accords qui sont martelés et qui sont assez peu esthétiques. Et le troisième mouvement, lui, serait d'un modernisme moins accusé, et il présente quelques affinités avec le style ravelien. Voilà pour cette mélomane 2020-06. Merci de m'avoir écouté.